Foot Express. 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 7h avancée de 2 petites minutes, la même heure sous les cieux du stade du 28 septembre de Conakry. Le Wakria est en train de s'imposer face au Fellow Star de la baie, sa bête noire du championnat, sur un score 2-0. Score à la pause entre Guillaume Souma et Leandro, Mohamed Lamine Silla Leandro, un duel à distance en deux fins techniciens de notre football avec notre invité Ahmed Kamara, effectivement appelé Ahmed de Paris. Nous sommes pratiquement à la fin de ce grand oral avec lui. Peut-être qu'il a forcément un dernier mot ou bien un sujet qui lui tient personnellement à cœur, qu'il aimerait évoquer. Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, je souhaite bonne chance aux grands frères, aux autres candidats. Ce qui est arrivé parce qu'il faut toujours croire en son étoile et croire en Dieu. Quand l'heure arrivera, les choses se passeront très facilement. Bien. Comme je vous ai dit, alhamdoulilah, je ne me plains pas aujourd'hui, donc je pense que c'est le plus important. Et aussi, je voulais montrer une voie à la jeunesse, afin que cette jeunesse commence à être audacieuse et qu'elle ose. Bien. Parce qu'on a notre place dans toutes les instances du pays. Donc je pense que notre tour viendra prochainement. J'ai 4 ans encore, Inch'Allah, pour préparer ma future candidature. Mais je vous promets que je serai là dans 4 ans. C'est clair, Inch'Allah. Mais après la mise en place du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football, il y a souvent des commissions qu'on essaye de mettre ou des commissions qu'on met en place. Est-ce que si vous êtes sollicité dans l'une de ces commissions, vous allez accepter de travailler? Bien sûr, vous savez, j'ai toujours mis mon carnet d'adresse au service de la Guinée. Mais comme vous savez, nous sommes dans un pays qui est très compliqué, où les gens ont peur des compétences. Donc voilà, il faudrait que les gens soient à l'aise avec ça. Il faudrait que les gens arrivent à attirer les jeunes, à les approcher, ne pas penser que tant tel jeune va venir. Bon, le résultat, en grosso modo, c'est pour qui? C'est pour le chef du département. Si demain on travaille pour la Fédération guinéenne de football et qu'on arrive à créer des partenariats entre la Fédération guinéenne de football et d'autres grandes nations du football, vous comprenez que c'est bien pour la Guinée. Aujourd'hui, on n'a même pas des matchs amicaux avec des grands clubs, des grands pays. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent changer. Le championnat doit aller mieux. Donc pour tout ça, il faut des relations. Et nous, franchement, on a ces relations-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas y aller pour montrer autre chose et apporter autre chose à la Guinée. Bien. Donc ça s'est passé ainsi. Moi, je reste totalement à la disposition de la Fédération guinéenne de football. À tout moment, je serai prêt à répondre et à aider le football guinéen et surtout ces jeunes Guinéens qui rêvent de devenir des stars. Nous savons tout l'amour que le jeune Guinéen a pour le Curon. Donc je pense aujourd'hui que dans toutes les instances et dans tous les domaines, nous savons que le football est roi et nous pensons réellement que nous sortirons très facilement et très bien dans cette période-là et qu'on arrivera à faire élire un président et qui soit méritant et qui puisse demain apporter grand-chose au football guinéen. Monsieur Kamara, merci. Coach Véron. Oui, c'est intéressant. Ouais. C'est le moment d'ailleurs de reconnaître l'effort fourni à un moment donné par M. Kamara. Je vous donne un exemple. Samuel Eto'o qui était venu en Guinée grâce à lui. Ce Samuel Eto'o-là est parti au Gabon à un moment donné. Il a rencontré le président Ali Bongo à l'époque, qui l'a offert un domaine. Et quand vous donnez un domaine à Samuel Eto'o, qu'est-ce qu'il va en faire? Il pense football. Il pense football. Et quand il a donné des domaines, c'était des hectares, je parle sous son contrôle. Le monsieur, avec ses sponsors, il a fait un centre, il a fait un grand centre au niveau du Gabon où des équipes nationales viennent pour pouvoir quand même faire leur séjour et tout. Et je pense que c'était une opportunité pour la Guinée pour pouvoir quand même, quand vous avez des gars comme Eto'o, Drogba qui viennent... Vous mettez le... C'est intéressant parce que vous mettez à la bouche, le faire venir, c'est décrocher quelque chose. Oui, ça m'amène à... Pour moi, ça m'amène à lui poser la question. Pourquoi ça a capoté? Voilà, justement, parce que pendant un moment, on avait quand même appris que Eto'o était intéressé par un investissement dans le domaine du football en Guinée. Pourquoi ça a capoté? Je ne sais pas pourquoi ça a échoué. Vous savez, on a eu beaucoup de versions sur l'arrivée de Samuel Eto'o. En fin de compte, c'était comme si c'était même plus moi qui l'avais fait venir. Heureusement qu'il y avait les preuves. Moi, j'ai dépensé 60 000 euros pour l'arrivée d'Eto'o. C'est-à-dire 600 millions de francs guinéens à l'époque. Du billet jusqu'à l'hôtel, tout a été payé par moi.
Donc, mis à part $1000, je me rappelle que M. Salifou, à l'époque, qui était président de la Fédé, nous avait donné, mon frère et moi, comme participation. On n'a rien reçu d'autre. Donc, vous comprenez, même les voitures, les soldats qui nous ont été alloués, c'est nous qui avions payé. C'est-à-dire les gendarmes pour la sécurité et tout ça. Donc, c'est pour vous dire combien de fois ce fut compliqué. Mais, Samuel Eto'o, dans la lettre, tout était clair. L'invitation, c'est moi qui ai organisé le tout, en collaboration avec le ministère et la fédération. Donc, il était clair qu'il fallait inviter Samuel Eto'o en Guinée afin de reproduire justement ce qu'il avait fait au Cameroun et au Gabon. Oui. D'accord. Donc le monsieur il vient. On n'a pas eu le temps d'avoir, nous pensions qu'on allait avoir une table ronde, une réunion technique avec ce qui était prévu. On n'a pas eu ça, c'était plutôt un truc politique. Donc on nous a fait monter, descendre et tout. Donc du coup, la réunion technique... Il a assisté même à la première prière du côté de Tomboulia. Tout à fait. On était censé partir avec lui, par exemple, sur un terrain où on allait peut-être vouloir qu'il fasse... Oui, l'offrir des terrains pour pouvoir quand même... Qu'est-ce qu'on attendait? Qu'est-ce que le gouvernement attendait de Samuel Eto'o? C'est qu'il ouvre sa bouche pour dire... devant les médias, ok, je suis Samuel Eto'o, je suis venu en Guinée pour offrir un centre de formation. Et en conférence alors que c'était pas ça. Ouais. Normalement, dans la lettre, c'était écrit que à Samuel Eto'o, on t'invite à venir en Guinée pour investir. Une fois qu'il est venu, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de faire une réunion technique, l'envoyer sur le terrain. Voici le terrain où on veut que vous dépensiez ou que vous investissiez. Et tout d'ailleurs, il a donné le ton. Mais beaucoup n'ont pas compris. Moi, j'étais dans la salle, il a donné le ton. Il a dit, je suis venu en Guinée pour écouter. Il a dit pour écouter et observer. C'était juste une petite occasion. Et je leur ai dit, j'ai été clair là-dessus. J'ai dit à Eto'o, j'ai dit, mais grand frère, il m'a dit non, mais Ahmed, tu m'as invité chez toi, je suis venu. D'accord? Maintenant, comme on ne parle pas de ça, il était même énervé, parce que lui, il n'était venu que pour ça. Oui. Donc, il n'a pas eu l'opportunité de parler de ça. Du coup, qu'est-ce qui était prévu? C'était qu'après le départ d'Eto'o, qu'on voit avec ses conseillers qui puissent revenir, ses conseillers techniques, pour qu'on vienne mettre en place ces trucs-là. Donc, il était censé qu'on fasse partir une lettre pour leur demander de venir pour cette réunion technique, et c'est cette lettre-là qui n'est jamais sortie. C'est là où les choses ont été bloquées. J'ai tout fait, je suis passé dans les médias. Beaucoup de stars qui sont passés par là. On a maintenant, je crois, la version la plus claire et la plus nette. Et c'est l'occasion pour moi encore de dire, une fois de plus, à tous nos confrères qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs la source. C'est Ahmed de Paris qui le dit. Et c'est celui-là quand même qui l'a fait venir en Guinée. Donc la source, elle n'est pas si éloignée. Et sincèrement, Samuel Eto'o reste encore prêt à offrir ce centre de formation à la Guinée. Ouais. On en parle tous les jours, c'est quelqu'un avec qui je parle presque tout le temps. Donc voilà, on a beaucoup d'opportunités pour la Guinée. Mais il va falloir que les autorités sportives puissent accompagner. C'est ça le plus important. Qu'on ne dise pas c'est ce jeune-là qui est envoyé ou quoi, on s'en fout. Non, le plus important, c'est de doter la Guinée, parce que là, nos jeunes souffrent, c'est ce qui est la réalité. Quoi. Ouais. Monsieur Camara, encore une fois, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Revenez quand vous voulez. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé. Je passerai souvent parce qu'il faudrait qu'on... Voilà, justement, on va préparer les 4 ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir. Allez, bon retour, monsieur Camara. C'était donc Ahmed Camara, affectueusement appelé Ahmed de Paris, qui était notre premier invité dans cette émission Foot Express. Le second invité, il s'appelle Guy Michel Landé, l'international guinéen, lui qui a signé sa toute première convocation en équipe première du Sili national, c'était en 2013, et une année plus tard, il va donc marquer son tout premier but avec le Sili national de Guinée. Avec lui, nous allons revenir sur son avenir, bien sûr, avec le Sili national de Guinée, parce que ça fait un bon paquet de temps qu'il n'a plus convoqué en équipe première du Sili. Alors, coach Véron, on va rester toujours dans le sillage de ce feuilleton congrès électif de la Fédération guinéenne de football. Le protocole a été rejeté. Quel va être le scénario qui va se dessiner à l'horizon dans les heures, dans les jours à venir? Parce qu'on est dans un monde où les choses vont assez vite. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer parce que nous sommes en Guinée et on va essayer de voir qui tenir responsable de ce qui se passe parce qu'il y a eu assez de murmures, il y a assez de mots, mais vous savez, quand vous êtes au pouvoir, quand vous êtes responsable quelque part, souvent vous avez des solutions. Aujourd'hui, on pense que le destin ou les destinées du football guinéen se traitent du côté du Sékou Touré. Moi, je dis que c'est une chose impossible parce que le football, oui, le football est autonome. Quand on dit autonome, certes, il y a l'État derrière, mais il y a
a de ces décisions, c'est à l'interne qu'on peut prendre. Et que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, ces institutions-là ne vont jamais accepter qu'une décision provienne de la présidence. Ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, la meilleure façon de régler cette affaire, c'est de respecter les textes. Et respecter les textes, ça va. Voilà, exactement. Ça va dans l'intérêt de tous. Ça va dans l'intérêt de tous. Si vous avez confiance à ce que vous avez donné au football guinéen et que vous ne voulez pas aller à l'élection, c'est que certainement il y a quelque chose qui ne colle pas. Et il y a un autre problème. Je le rappelais tout à l'heure. Au moment où on parle de compromis de consensus à la présidence, vous avez une commission électorale qui est en train de publier une liste des candidats. C'est pour vous dire que c'est compliqué, alors qu'il y a eu d'autres choses. Qui a refusé de s'aligner derrière le. Non, il y a eu des candidats qui ont été recalés et qui finalement se parce que le président de la commission a reçu des appels après pour dire qu'il ne faut pas communiquer la liste. Il ne faut pas communiquer. Il y a eu un consensus. Qui se retrouve dedans. Mais le plus important aujourd'hui, il faut essayer de se retrouver et de se parler vrai. Parce que, certes, le Gérald Baturin qui en tout cas, qui faisait la médiation, qui avait la confiance de toutes les parties, si vous voulez, aujourd'hui est vu avec un autre œil quand il s'est autoproclamé directement directeur de campagne. Je pense que chacun peut donner l'interprétation qui lui semble nécessaire à la situation. Mais moi, je veux évoquer 2 points. Premier point, aujourd'hui, on avait souvent reproché au chef de l'État de ne pas être trop fouteux, de ne pas être trop proche du football guinéen. Aujourd'hui, mais ça, c'est pas être fouteux, là. Oui, mais peut-être qu'il semble... C'est investir dans les compétitions. Peut-être que il le fait mal. C'est ça être fouteux. Peut-être que, Paul, laisse-moi aller au bout de ma phrase. C'est ça être fouteux. Peut-être qu'il s'y prend mal. Peut-être qu'il s'y prend mal. Oui, il s'y prend mal. En appelant, par exemple, directement des acteurs au palais présidentiel pour leur faire des propositions, peut-être qu'il s'y prend mal. Il s'y prend mal. Mais je pense que dans l'idée, c'est tout à fait normal que le premier responsable de l'État essaie quand même de chercher des pistes de solutions pour régler une crise qui secoue le pays depuis un certain moment. L'idée en soi n'est pas mauvaise. L'idée en soi n'est pas mauvaise. Elle est très bien appréciée. Voilà. Maintenant, deuxième des choses, je pense que s'il veut mieux aider le football, je pense que ce n'est pas forcément d'appeler ces acteurs-là au palais. Il faut par exemple qu'ils donnent le ton, que l'on soit très légaliste du côté donc de la commission électorale, que l'on soit très légaliste du côté de la commission électorale de recours pour que les choses se passent, pour que les choses se déroulent dans les conditions normales. C'est-à-dire quoi? Au lieu de penser par exemple à une seule proposition, il peut avoir 1000 propositions, 1000 candidats, 1000 candidatures, mais qu'il essaie de dire parmi ces 1000 candidatures, partons sur les textes, sur les règlements qui disent ceci, qui disent cela, et que tout le monde respecte ce règlement à la lettre. Je pense que c'est la meilleure solution qu'il puisse offrir au monde du football. On n'est pas en train de composer un gouvernement pour dire que la Basse-Guinée revient au sous, la forêt revient, je ne sais pas quoi. Maintenant, pour finir, il faut aussi préciser que l'on a toujours dit que politique et football ne font pas forcément bon ménage. Mais il est aussi très difficile de dissocier actuellement la politique au sport. D'aucuns même parlent aujourd'hui de la géopolitique sportive pour déguiser un peu l'intention ou les mots, mais je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, il est conscient de ce qui se passe dans son pays. Et il sait que ce sport roi-là fédère, la jeunesse fédère les Guinéens autour d'une même idée. Avoir des problèmes dans ce sport-là serait encore une charge supplémentaire de problèmes pour lui dans sa politique nationale. On comprend tout ça. S'il est fouteux, on s'est consolé dans ce stade qui vient d'être déclaré homologué par la CAF. On veut multiplier ça par 10, par 13. Le vainqueur de la Coupe nationale, vous savez combien il a? Une modique somme de 100 millions avant la fin de la compétition. Oui, avant la fin de la compétition, tu auras dépensé combien? Qui remet le trophée? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, mais n'oublie pas aussi que ce n'est pas au président, par exemple, d'aller devant les députés pour défendre son portefeuille ministériel. Non, c'est ce qui fait mal. Surtout aux membres statutaires. Ce qui fait mal aux membres statutaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un président qui parle de football, qui ne vient jamais au stade, qui ne soutient pas pour eux, qui ne soutient pas après, le football. Après, on ne connaît même pas la circonférence d'un ballon, on décide de l'avenir du football. C'est pas... C'est pas trop important pour moi connaître les trucs techniques. Mais tu disais quelque chose tout à l'heure, il y a le rôle régalien de l'État. Si l'État assumait son rôle et que l'État s'impliquait dans la gestion de cette crise, c'était compréhensible. Aujourd'hui, l'État n'est pas sur le terrain du football et qu'il y a une crise, l'État veut donner des instructions des autres. C'est ce qui fait mal. Mais le plus, on l'a dit, ce n'est pas, comme tu le rappelais tout à l'heure, Maman, ce n'est pas mal
que le président s'implique pour pouvoir apaiser la cité. Parce que quand il y a des problèmes, le premier responsable, c'est lui. Mais prendre des décisions à la place de ces présidents de club, de ces secrétaires généraux. Là, je pensais qu'on parlait de proposition, pas de décision. C'est ce que je te dis. Les gens, ils n'arrivent pas. Je revenais sur quelque chose. Rapidement, coach, parce que notre invité est déjà avec nous. Aujourd'hui, les relations entre l'État, la fédération et ces institutions comme la FIFA, avant, la forme c'était verticale. Il y avait la FIFA, les fédérations qui étaient intermédiaires entre l'État et ces institutions. Mais aujourd'hui, il y a un changement. Bien. Ça va faire comprendre au président que la forme, c'est le triangle karma. C'est l'État, c'est la fédération et c'est les institutions. Ça veut dire l'État peut appeler maintenant les institutions, que ce soit la CAF, la FIFA, pour avoir des informations sans passer par la fédération. Et avant, ce n'était pas ça. Vous comprenez que l'État a vu une force de frappe pour pouvoir s'impliquer. Et je pense bien, le plus important, il y a un texte qui a été validé bien avant les élections de 2016, qui est le statut de la Fédération guinéenne de football, qui est la constitution de notre football. Cette constitution-là doit être respectée. L'exemple, ça ne finit pas. Aujourd'hui, même quand on a voulu, aller en élection en Guinée ici, on a pensé d'abord à notre constitution. C'est quand on a toiletté la constitution, après il y a eu un autre mandat. C'est la même chose. Aujourd'hui, si on veut réellement avoir un consensus, c'est de voir dans ce texte, bien voir dans ce texte et partir avec ce texte. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais un président qui est élu par consensus sera toujours empêché ou enlevé par consensus. Être respectueux de nos textes, des textes que nous avons nous-mêmes légiférés ou fait légiférer, des textes auxquels nous avons volontiers et d'emblée souscrit, qu'on arrête d'être léger dans leur interprétation. Nous avons notre second invité confortablement installé dans ce studio, Guy Michel Landel. Il est avec nous, il évolue en Turquie. Guy Michel Landel, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir. Le séjour, ça se passe bien? Ouais, ça va, je profite au max avec la famille, les amis. Ça va pour le moment, tout se passe bien, ça va. Alors, Guy Michel Landel, vous évoluez en Turquie. Dans quel club précisément? Parce que les noms, c'est tellement... J'évolue à Bandırma Sport. Bandırma Sport. Ouais. C'est un club de D1? Non, c'est un club de D2. C'est un club de D2. Ouais. De la D1 à D2, c'est une... disons, c'est une rétrograde pour vous ou bien quoi? J'ai compris. De la D1 à D2. Ouais. Pour vous, c'est... Vous progressez pas? C'est une régression? Non, je dirais pas ça, non. Déjà, avoir un club, c'est pas donné à tout le monde. Parce que je connais, j'ai beaucoup d'amis qui sont là sans club déjà. Et de jouer dans un championnat ou dans un club, c'est déjà autre chose aussi. Donc voilà, moi je dirais c'est pas une régression, non, je pense pas. Après, il y a beaucoup de paramètres qui font que, voilà, vous savez, dans le foot, il y a beaucoup d'aspects, c'est pas que sur le football. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien. Les blessures, il y a beaucoup de choses. Mais bon, pour moi, c'est pas une régression. Je prends du plaisir. Vous vous sentez comment en Turquie, dans ce club? Je me sens déjà dans le pays, je me sens très très bien. Je me sens comme si j'étais chez moi en Guinée. Ouais. Tout se passe bien déjà. Après avoir passé combien d'années en Turquie? Après avoir passé 8 ans, je pense, là, c'est mon 8e année. Donc voilà, je m'intègre bien. Je me sans comme si j'étais chez moi, en fait. Ça vous tente pas d'aller voir ailleurs? Tenter ailleurs, après, ouais, pourquoi pas. Mais si je suis mieux là où je suis, pourquoi aller ailleurs? Ou bien il n'y a pas eu de proposition? Si je pourrais aller jouer dans des pays bizarres comme ça. Bizarre. Ouais, je dirais non, mais si je dis bizarre, c'est comme genre, tu peux aller dans un pays où les gens... Pakistan, je sais pas moi, mais voilà. Après, moi, je suis un compétiteur. Si je suis resté en Turquie, c'est pour jouer, parce que c'est un championnat, la 2-2. Vous voyez, il y a des Guinéens qui vont. Il y a d'autres aussi qui sont là-bas, qui jouent en équipe nationale ou qui sont là-bas, qui ont du mal à s'intégrer. C'est un championnat difficile. Il faut connaître le truc. C'est pas facile. Vous voyez vous-même. Alors, aujourd'hui, on sait que vous avez quand même évolué avec le CILI national de Guinée. Actuellement, les choses ne sont pas si roses pour vous, je dirais, du côté donc de votre club, puisque après mes recherches, je crois que vous avez disputé qu'une vingtaine de matchs pour 2 passes décisives. Après, je dis que c'est encore mes données. Je sais pas. Vers là, je sais pas. Ouais. Voilà. Alors, on peut donc dire que vous êtes un peu loin du standing que l'on vous connaissait par le passé. Et peut-être que c'est ce qui vous éloigne de la sélection nationale ou pas. Quelles sont les raisons qui font que actuellement, beaucoup de vos fans ne vous voient pas évoluer avec le 11 du CILI? Si vous parlez de régresser dans
je sais pas, déjà pour les stades, pour vous dire, je suis pas un attaquant, hein, donc. Voilà, donc oui, il faut que les gens sachent c'est pourquoi je comprends. Ouais, je suis pas un milieu 10 qui va, je joue comme un deuxième 6 et tout. Donc déjà pour aller, il faut aller marquer déjà. Donc voilà, c'est pas tous les milieux qui arrivent à marquer, à être décisif pendant au moins 6 dans la saison. C'est pas pour un milieu 6, un truc comme ça, c'est pas facile. Après j'ai un peu reculé et tout. Non, bon, pour la sélection. Honnêtement, je sais pas, parce que si vous parlez de la 2-2, je pense que quand j'étais en 2-2, c'est en 2-2 que j'ai quitté pour venir en sélection. Oui. Parce que je jouais les matchs, j'enchaînais, je jouais et en fonction de ça, parce que pour un footballeur, si tu veux venir en sélection, il faut jouer, c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande, moi, c'est ce que je suis, et c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Donc on me dit, il faut jouer et après être performant. Voilà, si tu joues et être performant, peut-être tu espères d'être appelé à la sélection. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Donc si vous dites que peut-être la 2-2, ouais, je peux dire que peut-être dans mon poste aujourd'hui, peut-être il y a eu beaucoup, il y a d'autres joueurs qui. Voilà, c'est pas comme à l'époque. La concurrence, voilà, c'est ce que je dis. Il y a des bons joueurs, il y a des autres qui sont dans un niveau un peu plus élevé. Mais vous étiez au Portugal avec l'équipe nationale? Non, vous n'étiez pas? Non, je n'étais pas. En fait, je devais y aller, mais après, il y a eu quelques conflits de papier. Parce qu'il y avait votre nom. J'ai envoyé les papiers là. Mais bon, après ça, c'était des erreurs, des petites erreurs et tout. C'est ce qui a fait que je ne suis pas parti en sélection. Alors, est-ce que vous avez pris, par exemple, attache avec, c'est pas moi, le sélectionneur ou la fédération sur votre avenir au sein de groupe? Est-ce que vous échangez souvent les responsables, voilà. Après, pour moi, honnêtement, moi, dans ma tête, j'ai pas besoin d'avoir des échanges genre parler tout le temps avec. Si je dois venir, c'est mon pied qui doit me faire venir en sélection. Et tout. Normalement, moi, je pense comme ça. Après, les échanges, j'ai eu le nouveau coach qui est venu, je l'ai eu une fois. Et c'est quand il m'a appelé là, après, il y a eu des problèmes et tout. Et je pense que j'étais. Après, je suis parti les voir parce qu'ils étaient en regroupement à Paris. Je me suis déplacé, malgré que j'avais des problèmes, je n'allais pas participer à la sélection et tout. Mais je suis parti le voir pour faire connaissance, question de se voir et parler et tout. Et depuis là, on n'a pas parlé, je n'ai pas de contact et tout. Mais après, je dis, est-ce que c'est nécessaire? Si je dois être appelé, c'est mon pied qui fait que je sois appelé. Ouais. Donc voilà, je pense comme ça. Campagne éliminatoire Coupe du Monde 2022. Guy Michel Landel avec le Sili national de Guinée. Tout est possible. Du moment que tu es footballeur, tout est possible. Tous les footballeurs qui jouent à un niveau professionnel. Vous gardez ça dans un coin de votre vie. Oui, bien sûr. Si tout le monde veut représenter son pays. Moi, je suis footballeur. Je n'ai pas encore pris ma retraite. Hein. Donc, voilà, en tant que footballeur et tout, je me donne à fond dans mon club et tout. L'essentiel, déjà, c'est de jouer. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de jouer pendant une saison pleine et tout, enchaîner des matchs. Donc, voilà, l'essentiel, de jouer, être performant. Après, tu te donnes une chance d'être appelé. Parce que si tu joues, tu te dis, tu es peut-être susceptible d'appeler. Tous les jours, à mon avis. Moi, je pense comme ça. Et comment vous observez les performances, le Sili de loin? Ça, honnêtement, le Sili, on a toujours eu une bonne équipe. Mais cette année, on a encore eu beaucoup. On a encore une grande équipe. Si je dis une grande équipe, c'est par rapport aux effectifs de l'année passée et tout. Parce que là, il y a des joueurs qui évoluent dans des clubs différents. Avant, ce n'était pas comme ça et tout. Donc il y a beaucoup d'opportunités de prendre des joueurs et il y a d'autres qui jouent dans des championnats trop élevés. Après, on a un bon groupe, on a des bons joueurs, mais après, il faut qu'on ait des bons groupes et tout. Il faut le football d'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Le football a évolué. Sur les papiers, il y a des grosses équipes, mais ça se joue sur le terrain. Celui qui est plus motivé, qui a plus faim que l'autre, il gagne le match. Celui qui a plus envie et tout. Mais cette année, on a beaucoup plus. L'effectif est élargi par rapport aux années passées, quoi. Du côté de la Turquie, votre prochain objectif, c'est peut-être la première division ou qu'est-ce que vous prévoyez? C'est peut-être changer aussi d'air, de championnat. Qu'est-ce que Guy prépare? C'est possible. Vous savez, en tant que footballeur, tout peut arriver du jour au lendemain. Tu peux te fixer des objectifs et tout. Après, ça. Voilà, du jour au lendemain, tu peux dire, moi je veux jouer là. Et un coup, il y a un coup de téléphone, il y a des choses qui se passent en une journée et tout. Voilà, moi, pour le moment. Je passe mes vacances, après je verrai, mais pourquoi pas aller tenter ailleurs. Mais bon, si je vais vraiment, si vous me voyez vraiment aller ailleurs, c'est que c'est nécessaire d'y aller, c'est plus. Mais je pense que c'est plus bénéfique que là où je suis. Est-ce qu'il y a eu des sollicitations tout récemment? Des clubs, par exemple, que l'on peut avoir? Sollicitations, je sais pas. Est-ce qu'il y a des clubs qui vous ont contacté pour un éventuel transfert? Non, honnêtement, là où je suis, j'ai quitté le championnat. Le championnat n'était pas fini, il restait quelques journées parce qu'ils m'ont donné l'autorisation de rentrer et tout. Après, c'est mon avocat, j'ai un avocat, un agent qui gère ça et tout,
qui m'a géré depuis 8 ans et tout. Donc, voilà, moi je voulais revenir sur le cas de ton avocat, de ton agent. Pour beaucoup d'observateurs, vu le talent de Guy Michel Landel, aujourd'hui vous avez un intermédiaire qui n'a pas aussi un carnet d'adresse riche, sinon Landel allait se retrouver dans un championnat comme la Première Ligue ou dans le Bundesliga et tout. Mais parce qu'on voit des joueurs changer d'agent. On parle d'agent, voilà. On parle de votre agent. Vu votre talent, on pense que vous pouvez faire mieux. Ouais, mais il ne faut pas oublier. Ouais, on peut toujours faire mieux dans son domaine. Après, il ne faut pas oublier. Moi, j'ai joué en France et tout, au moins. J'ai passé pas mal de moments difficiles, là, au moins. J'ai quasi. C'était avec le même agent? Non, c'est pas. Ouais, c'est ce que j'en viens. J'étais tout le temps quasi blessé, fracture. Après, je reviens après, refracture en même temps et tout. Voilà, chaque début de saison, j'étais avec des béquilles. J'ai vraiment galéré, souffert là-bas au moins. Donc, après, au moins, j'ai pas beaucoup joué parce que je suis venu très jeune et moi, je m'entraînais avec les pros. C'était pas facile. Et j'ai eu des blessures de fatigue. Mon corps n'était pas habitué, c'est normal et tout. Et j'avais mis beaucoup de temps pour revenir. Et après, le moment a coulé et moi, c'est comme ça que j'ai connu mon avocat et tout. Il m'a vu. Et je suis venu en Turquie, il m'a proposé la Turquie. Moi, j'ai pas hésité. Et honnêtement, je dirais, il m'a bien géré. Après, il m'a géré, mais c'est pas lui qui me gère. C'est moi qui lui donne l'opportunité de me gérer. Oui. Parce que s'il m'envoie là, si moi je suis pas bon, je serai là, je vais stagner là et tout. Après, j'ai commencé en 2-2. J'ai fait mes preuves et tout. Je suis parti en première division. J'ai joué en première division. J'ai fait une 50aine de matchs en première division et tout. Je crois bien de hors de sport à Jean Kelberki. Ouais, Jean Kelberki. Passé un certain Sadio. Sadio et Suleiman Dula aussi. Justement, ça m'amène à vous poser. Alania Sport également. Ouais, exactement. Ouais. Mais pour revenir justement au propos de Vérone, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit Guy Michel quand on l'a connu en tout cas avec le Syrie, on se dit qu'il peut avoir mieux que le championnat turc de deuxième division. Ouais, mais après, la plupart, on sait que c'est des agents, des joueurs qui constituent quelque part un frein pour le changement de championnat. Ouais, ça dépend aussi. Mais vous savez, dans le football, il y a beaucoup d'aspects. Il n'y a pas que agent et tout. Après, dans le football, il y a des choses qu'on appelle destin. Tu vois, tu peux pas concurrencer ton destin. Après, il y a des choses que tu peux pas gérer, que tu peux pas. La chance, c'est le destin. Ouais, après, il y a des moments, il y a d'autres qui ont beaucoup plus d'opportunités que d'autres. Mais après, cela n'empêche pas que toi, tu es bon, tu vas te battre pour avoir quelque chose. Après, moi, je pense que, ouais, c'est vrai, il y a les agents qui jouent sur les carrières des joueurs, ça c'est vrai et tout. Ouais. Mais moi, avec mon agent et tout, toutes les décisions qui ont été prises dans ma carrière, c'est moi qui les prends et tout. Parce que c'est moi qui ai joué. Non, là, nous, on parle pas de. Non, mais je dis, c'est moi qui ai joué. Donc, mon agent, en gros, c'est pas lui qui me fait, c'est moi. Après, moi, mon destin, c'est comme ça. Il faut le savoir aussi, j'ai pas joué dans un grand club et pour dire qu'après je suis tombé là, tu vois, je veux dire. On pense quand vous avez. Vous pensez, c'est ce que je dis. On pense quand vous avez un grand agent qui a un carnet d'adresse. On a vu des joueurs quand même qui ont eu des opportunités. Ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Ouais. Voilà, vous avez vu, ils peuvent quand même. Ça me rappelle de l'agent portugais. Georges Mendes, parce qu'il prend des joueurs, même si tu n'es pas bon. Ouais, si tu es un agent qui a des carnets d'adresse, bien sûr, ce qui est influent, bien sûr, ça facilite les choses. Après, moi, peut-être que j'ai pas eu. À mon époque, j'ai pas eu cette époque. À mon époque, j'ai pas eu cette chance. Parce que là, aujourd'hui, franchement, ceux qui jouent aujourd'hui, ils ont beaucoup d'opportunités de jouer dans des clubs et tout, d'être placés. Nous, peut-être à notre époque, nous, on n'avait pas ça. Il fallait que tu te bats toi-même et tout, tu prouves, voilà, c'est pas. À ce moment, tu fais deux bons matchs et tout, un match, et puis voilà, les transferts se font facilement. Vous avez combien d'années de carrière professionnelle? Depuis 2008, depuis 2010, donc ça fait au moins 11 ans. 11 ans, une douzaine d'années. 11 ans, ça veut dire après 4 ans, on passe directement à la retraite. Quel est votre projet? 4 ans, je ne sais pas, peut-être. Oui, non, c'est pour ça. Généralement, les footballeurs, ça suffit dans 10 et 15 ans. Ouais. Après, ça dépend de ton corps. Si ton corps, il peut, et si toi-même, tu sais que tu peux, si tu ne peux pas, il faut pas. Je voulais savoir, après votre carrière, si vous avez des projets à faire en Guinée, par exemple. Honnêtement, moi, après ma carrière, j'aurais des projets, mais honnêtement, je vais me concentrer. Vous n'envisagez rien, être entraîneur, créer une académie. Ouais, ça, oui, pour aider les gens, ça c'est bien sûr et tout. Mais pour un début, quand j'arrêterai ma carrière, honnêtement, je vais bien profiter avec ma famille pendant un bon moment, honnêtement, parce que en étant footballeur, être loin de sa famille. On n'a pas de vie de famille. Je viens bien profiter après, voir si je peux
commencer mes projets. Bien. Guy Michel Landel, quelles sont vos relations avec les autres footballeurs guinéens qui évoluent en Turquie? Il n'y a pas beaucoup, je pense, non? Oui. Je connais, il n'y a que Sadio. Oui, il y a Sadio. Qui encore? Il y en a plein qui se cherchent. Il y en a plein là-bas qui se cherchent, qui n'ont pas de club. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, il y en a plein. Ouais, j'en connais parce qu'il y a certains jeunes qui m'appellent et tout. Je cause avec beaucoup. Et comment vous faites pour leur venir en aide? Comment vous faites pour leur venir en aide? D'abord, vos relations avec ces quelques joueurs, Sadio Diallo, on sait que lui, dans son nouveau club, l'une des clauses de contrat, c'est qu'il est résiliable à tout moment. Quelles sont vos relations et comment vous faites pour venir en aide aux jeunes joueurs qui risquent de s'égarer s'ils n'ont pas de gilet de sauvetage à côté? Avec Sergio, on se parle de temps en temps des fois. Parce que quand ils sont venus chez nous, on les a joués, mais après, ils n'étaient pas là. On n'a pas eu l'occasion de se voir et tout. Mais après, des fois, on s'écrit ou quand on se voit. L'année dernière, je me rappelle quand on a joué contre eux, il était à truc. Je l'ai vu quand il était à Hatta, je pense. Là où il a fait une bonne saison et tout. Je l'ai vu, on a causé, on posait, tu sais, quand on se rencontre et s'échange et tout. Après, voilà. Il y a les temps qui font que voilà, on n'a pas trop le temps. Tu vois, chacun a ses problèmes et tout, des fois. Mais quand même, on se contacte, on parle et tout. Après, les jeunes qui sont en Turquie et tout, je les aide comme je peux. Après, la manière, ça c'est entre eux et moi. Mais bon, je les aide, je les donne des conseils. Parce qu'il y en a beaucoup qui galèrent, qui souffrent, qui vont là-bas. Franchement. Moi, j'ai dit aux jeunes, la Turquie, ce n'est pas un pays pour faire l'aventure. Si c'est un club qui t'envoie, ok. Moi, il y a beaucoup qui m'appellent. Moi, je dis, je me mets à la place de la personne. La manière dont je vais réagir, je te dis ça, après, je te donne des voix. Mais je ne te dis pas, viens pas ou viens pas. Ou tu ne vas pas dire, Landé veut. Non, je te donne des idées. Après, c'est à toi de voir. Si tu donnes du c'est à toi de choisir. Mais je te dis quand même à ta place, ce que j'aurais dû faire, je te donne cette idée. Bien. Landel, Guy Michel Landel, international guinéen, milieu relayeur du Sili national de Guinée, milieu relayeur même dans son club de côté donc, de la Turquie. Notre deuxième invité dans cette émission, Foot Express, il y a Moussa Marietou Traoré qui nous suit de côté donc, de Mania où est domicilié l'Académie Génération Foot 224, partenaire à la prestigieuse Académie Génération Foot de Dakar. Alors, Guy Michel Landel, vous avez joué votre premier match en équipe de Guinée le 16 juin 2013, c'était contre le Zimbabwe. Ce match gagné 1-0 dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014. Vous avez inscrit votre premier but en équipe de Guinée le 25 mai 2014 en amical contre le Mali, victoire 1-2. Vous avez marqué votre deuxième but avec le Mali le 4 septembre 2016 contre le Zimbabwe. Ce match gagné 1-0 rentre dans le cadre des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2017. On voit beaucoup de joueurs qui commencent par le front de l'attaque pour finir peut-être arrière gauche ou bien dans l'axe. Milieu relayeur, pour vous, c'est un choix par défaut ou bien vous avez commencé par là? Non, je n'ai pas commencé par là, honnêtement, parce que quand je jouais à Afia, non, pour tout vous dire, quand je jouais à Afia, j'étais un peu excentré, ailier droit. Et je me rappelle, j'étais petit, mais comme ça, j'allais vite et tout. Mais après, tu sais, des fois, quand tu joues en Afrique et quand tu vas en Europe, ça dépend des coachs. En fait. Okay. Le coach peut te voir et dire, ouais, toi, tu peux être là. Tu vois, la carrière des jeux, il y a beaucoup d'exemples. Ils commencent en attaque ou ils vont au milieu, ils terminent les lignes. Le coach, il voit, tu recules un peu. Moi, quand j'étais au centre, moi, on me disait, ouais, tu peux jouer comme. À l'époque, il y avait Session. Ok. Il y avait Stéphane Session et tout, parce qu'il misait trop. Après, il dit, tu peux jouer comme Session. Il cherchait un peu le nouveau Session et tout. Parce que moi, voilà, après, tu fais que tu recules. Après, tu apprends. Mais si tu es intelligent, c'est facile. Normalement, si tu es au milieu, tu peux jouer dans tous les postes du milieu, normalement, à la base. C'est comme si tu joues 6, tu peux jouer tout. Tu peux jouer défenseur central et tout. Donc, si tu joues 6 relayeur, tu peux jouer 10. Des fois, même, tu peux jouer ailier. Toute la colonne vertébrale. Voilà, ça dépend après. Ça dépend de l'intelligence de jeu que tu as aussi. Souvent, c'est comme ça quand les joueurs vont en Europe, ils sont un peu reculés. C'est en fonction des fois du coach. Et puis, des fois, il sent que tu peux le rapporter là, dans cette position et tout. Ça dépend du coach. Guy Michel Landel qui a joué avec le Afia, aujourd'hui, quel est votre regard sur le championnat guinéen? Le championnat guinéen, ça a beaucoup changé, franchement, par rapport à la période où moi j'ai joué. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Il n'y avait pas beaucoup de visibilité comme ça, comme là maintenant et tout. Parce que quand je suis à la maison, je regarde les matchs avec les amis et tout. C'est transmis. Donc c'est déjà un avantage. Les jeunes, ils ont une vitrine là. Tu peux les voir. Il peut avoir l'accès. Il faut avoir la possibilité de les voir, de remarquer un joueur qui fait une bonne saison ou quelques bons matchs. Tu peux le superviser. Donc ils ont une vitrine. Franchement, ça a changé. Ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Je pense que les jeunes, ils ont beaucoup plus d'opportunités de faire voir leur talent et tout.
On va retracer votre trajectoire. Comment vous êtes retrouvé en Turquie? Je me suis retrouvé en Turquie parce que Le Mans a coulé. L'année où Le Mans est descendu en amateur et tout, normalement ils avaient des problèmes financiers. D'abord en Europe. Comment vous êtes retrouvé en Europe? En Europe, je me suis retrouvé grâce à un tournoi de détection. Je pense que ça s'est organisé tout le temps à Amadou Diaby. Ok. Et moi je jouais dans le RFIA et il y avait les recruteurs qui venaient. Le match c'était à la mission. Ok. Et il y avait les équipes qui jouaient, les équipes de première division et tout. Après il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de jeunes. Et nous on est partis jouer. Je me rappelle, j'ai fait qu'un match à la mission. Et après le match, les recruteurs directs ils sont venus me parler. Il y avait Saint-Etienne, il y avait Toulouse et tout. Il y avait Le Mans. Donc ils sont venus me parler. Ils m'ont vu, ils ont parlé avec Amadou Diaby. Je suis parti en stage en France. J'ai fait 2 mois. Ça s'est bien passé. Après, ils m'ont dit ouais, il faut que je revienne pour signer stagiaire. Quoi. Pas pro, mais stagiaire. Okay. Après, je suis venu, j'ai fait quelques mois. Ils m'ont signé pro. Ils m'ont signé pro parce que j'ai joué avec le U19 quand j'étais jeune. Et moi, ils m'ont fait monter de U19 en pro. Wow. Parce qu'une fois, il y avait c'était coach Paulo Duarte. Je pense qu'il est coach de Paulo Duarte. Paulo Duarte. Maintenant, il a un nouveau coach. Je ne sais pas si c'est du Congo ou un truc. Oui, Congo. Ouais, Congo. Ouais. C'est lui qui était coach. Togo, ouais, excuse-moi. Voilà, Togo. Tout le temps pour moi. Après la démission de Leroy. Il était pro. Je venais une fois dans la séance. Après, depuis là, je suis resté avec les pros. Après, j'ai signé pro. En étant blessé, après, je me suis blessé. Comme je vous ai dit, fracture de fatigue. Ouais. Voilà, après, j'ai signé 3 ans de pro. Et voilà, après, j'ai un peu galéré pour. Il a fallu que je me blesse, reblesse. Et après, il a fallu que je m'opère peut-être pour que ma carrière débute. Wow. Gim Gerlander, tu te rappelles lors de quel match vous avez été recruté vous avez été vu par ces recruteurs-là? C'était contre quelle équipe? Parce que j'étais au stade. J'étais le vice-président de la commission d'organisation. Ah ouais, attends, si j'ai bonne mémoire, je sais pas, je peux pas, franchement. C'était contre Atlético de Colère. Atlético, ouais, c'est vrai. En plus, j'ai même pas beaucoup joué à ce moment. Ouais, je me rappelle. Exactement. Je me rappelle. Ah, t'as bonne mémoire. Là, du Mans, il est passé à Ordo Sport, je crois. Du Mans, juste parti à Ordo Sport. Et là également, est-ce que les statistiques ont fait que vous avez dû quitter ou alors c'était juste que vous voulez voir un autre challenge ailleurs? De Le Mans. De Ordo Sport, vous êtes passé, je crois, à Genkelberg. Ouais. Je pense que mon passage de Ordo à Genkelberg, par rapport à au stade, je pense. Yeah. Je jouais même position, mais un peu recul, mais je trichais et tout. Non, honnêtement, moi je me suis dit, parce que je me rappelle quand je partais en Turquie, en 2-2, je parlais avec les gens, oh, tu pars faire quoi là-bas? Championnat des vues et tout. Comme ça et tout. Ouais, franchement. Souvent, ouais, tout le monde parlait. Carrière, même mes amis, quelques amis me disaient, mais après, moi, si je veux faire un truc, je sais. Déjà, c'est moi, si un truc est bon pour moi, tu peux me donner 1000 conseils, mais ce qui est bénéfique pour moi, je prends ce qui est bénéfique. Le reste, je m'en fous. C'est ce qui est bon pour moi, ce qui me donne, en fait, ce qui vous aide à grandir. Voilà, ce qui m'aide à grandir. Non, en fait, ce qui me convient. Ce qui me convient et ce qui me met à l'aise, en fait. Même si c'est pas bon, je regrette pas parce que j'ai voulu faire cette chose, tu vois. Donc voilà. Après, moi, je suis parti là-bas et j'ai dit non, il faut que je. Voilà, après, ça s'est bien passé. J'ai fait 9 buts, j'ai marqué beaucoup, 9 buts. Je n'étais pas attaquant. Après, la saison d'après, je suis parti à Gençler. Il y a la ferveur autour du football turc. Il y a la ferveur, on voit ça. Ils kiffent le foot. Ils adorent le football. Ils adorent. Franchement, c'est des fanatiques. Ils aiment le foot. Les stades sont en ébullition. Ah, mais tu ne peux pas savoir ça. Même si on t'explique qu'il faut vivre, il faut vivre. Ceux qui sont partis, ils le savent, il faut vivre. Franchement, ils kiffent le foot. Ils sont des fanatiques. C'est pas pour rien, le 29, toute l'Europe va se rencontrer à Istanbul. Ouais, c'est pas pour rien aussi. Tu as vu la Champions League, la finale. Non, franchement, c'est un pays. Je sais pas, mais il faut y aller pour. Est-ce que c'est pas une des raisons qui fait que vous y restez longtemps? Ouais, déjà, honnêtement, il faut le dire. En Turquie, tu te sens considéré, honnêtement, il faut le dire. Tu te sens considéré, tu te sens comme un footballeur, tu vois. Dans ta ville ou tout, même dans d'autres villes, les gens te connaissent parce qu'en fonction de tes performances que tu as fait, tu vois, tu as une empreinte dans le pays, tu pars, tu sors, tu envoies ta famille, ils sont là, eux-mêmes, ils ont, même si entre guillemets, même si c'était pas. Il n'y avait pas d'argent, il n'y a rien. Tu es fier, c'est une fierté. Ton papa vient, les gens le considèrent. Les statuts, voilà, tu vois, les gens à l'extérieur, des fois, tu vois dans les trucs, tu n'achètes pas, tu n'achètes rien, on donne des trucs à ton papa. Les gens viennent, papa prend la photo. Tu vois, c'est la fierté. La famille, ils sont considérés. À l'aéroport, tu viens, les gens, Landais, où c'est ça? Tu vois, comme Yatara, il a brillé. Tu vois, les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour vous dire que la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, mais la Turquie joue
toutes les compétitions européennes. Bien. Tellement ils ont confiance à leur pouvoir. Voilà. Bien. Alors, nous arrivons presque au terminus de cet entretien avec notre second invité, Guy Michel Landel. En tout cas, merci d'être passé dans cette émission, Landel, et revenez quand vous voulez. Ok, merci. Le Et bonne chance avec votre club et surtout avec le Sili National. Merci. Il faut qu'il prononce le nom du club. Vous ne le savez pas? Le club, c'est comment on l'appelle? C'est Bandirma Sport. Bandirma Sport. Bandema Sport. Ouais. D'accord. Bandema Sport. Bandirma Sport. Voilà, Bandir. Voilà, bien joué. Et toi, tu. Bien. Attends, On laisse tomber. Ok, Mamad. merci, le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup. Merci Mamad. Merci, le plaisir était pour moi de servir. Et encore un autre mot pour clôturer rapidement. Ouais. Il faut qu'on nous enlève de tout ce problème de ces épilogues que le football guinéen connaît. Bien. On a vraiment besoin maintenant d'avoir un répit avec ce feuilleton interminable. Bien. Et on souhaite bonne chance aux candidats, bonne chance au football guinéen et vive le football guinéen. Bien. Coach Véron, merci. Merci, c'était un plaisir. Bien. Abdulrahad Dramé était à la réalisation côté radio. À la télé, il y avait Lamine Sidibé, Foté Salimou Kamara. Merci également à vous, auditeurs de valeur, vous, téléspectateurs de prestige, qui avez pris une partie de votre précieux temps de nous avoir pratiqué depuis 16h, l'heure du coup d'envoi de cette émission. Nous, on vous donne rendez-vous demain dans le Plion de Morning. Prenez soin de vous. Bonsoir chez vous. Foot Express. Foot Express.